J'ai lu ton mail! Hello, hello, bienvenue sur J'ai lu ton mail, l'émission des gens productifs et sereins. Bonjour Geoffrey. Bonjour Romain, bonjour Jean-Phi. Bonjour Geoffrey, bonjour Romain. J'ai lu ton mail! Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un monsieur pour qui j'ai une certaine admiration, qui s'appelle Ray Kurzweil. Alors, qui c'est Ray Kurzweil? C'est quelqu'un d'assez étonnant. Alors, quand je dis admiration, elle est relative puisque je n'adhère pas forcément à toutes les thèses du monsieur. Mais quand même, j'ai pris le temps de vous faire une petite biographie parce que, voilà. Alors, d'abord, le Wall Street Journal dit de Ray Kurzweil que c'est un infatigable génie. Forbes le qualifie de machine à penser ultime. Le magazine Inc. aux États-Unis l'a classé au 8e rang des entrepreneurs, le qualifiant d'héritier légitime de Thomas Edison. Et il a été aussi sélectionné, en tout cas identifié comme un des 16 révolutionnaires, entre guillemets, qui ont fait l'Amérique, avec d'autres inventeurs des 2 derniers siècles. Donc c'est pas n'importe qui non plus. En fait, il est considéré comme l'un des plus grands inventeurs, penseurs et prospectivistes du monde, avec un historique de 30 ans de prédiction. Alors, son site officiel dit 30 ans de précision exacte. La vérité m'oblige à dire que non. Il y a quand même eu des gros courages. Mais il y a eu quand même des trucs assez étonnants. Et en fait, Kurzweil, il est peut-être plus connu du grand public, en tout cas des musiciens, et peut-être du public, parce que c'est effectivement, il y a une marque de synthétiseur, Kurzweil. Voilà, et que donc vient directement de lui. Alors, je vous en ai donné quelques-unes, des inventions. Je vais vous en citer, quelques-unes. Ça a été le principal inventeur du premier scanner à plat. D'accord. De la première machine de reconnaissance optique de caractère, toute police. De la première machine de lecture vocale pour aveugles. Du premier synthétiseur texte-parole, c'est-à-dire le truc qui ça lit un texte et ça fait de la parole, etc. Du premier synthétiseur de musique capable de recréer le piano à queue et autres instruments, etc. Et de la première reconnaissance vocale, ce qu'on dit à large spectre commercialisé. C'est-à-dire le fait que maintenant on peut effectivement parler à son ordinateur et ça écrit du texte. Voilà. Donc pour vous donner un peu l'idée du genre de bonhomme, je vous en rajoute encore un petit peu. Il est lauréat du prix Lemelson du MIT. Donc c'est le plus grand prix qui puisse se concevoir pour l'innovation. Il y a tout un tas de distinctions aux États-Unis notamment. 20 doctorats honorifiques. Les honneurs de 2-3 présidents, etc. Il a écrit 7 bouquins, ce qui n'est pas beaucoup finalement quand on compare au reste, mais il n'a peut-être pas le temps. Des bouquins du style The Age of Spiritual Machines, donc l'ère des machines spirituelles, et c'est pas neutre, on va y revenir, qui est un des plus vendus sur Amazon dans le domaine scientifique. Un de ses derniers bouquins, c'est La singularité est proche, best-seller New York Times. Voilà. Et puis le tout dernier, ça s'appelle Comment créer un cerveau, comment créer un esprit, How to create a mind. Alors, vous avez remarqué, le type est assez orienté sur la pensée, l'analyse, ce genre de choses. Et maintenant, depuis 2012-2013, en fait, il travaille chez Google. Et oui, c'est son premier emploi dans une entreprise qu'il n'a pas créée, comme il dit lui-même. Et il travaille évidemment entouré à la tête d'une équipe d'ingénieurs sur l'intelligence artificielle, la compréhension du langage naturel. Voilà, donc toutes les évolutions qu'on voit autour de ça, il y a ce monsieur-là qui est derrière. Alors pourquoi je vous en parle? D'abord, c'est quand même un entrepreneur, puisqu'il a créé, je crois, 9 entreprises. Et il est président d'une fondation pour le développement des technologies destinées aux personnes handicapées. Ça, c'est le côté sympathique du monsieur. Évidemment, il conseille l'armée. Ça, c'est normal aux États-Unis, quand on est à ce niveau-là, forcément, à un moment où vous allez voir l'armée pour quelque chose. Il a témoigné au Congrès sur tout ce qui est nanotechnologie. Et il voit un potentiel considérable pour résoudre les problèmes mondiaux dans la technologie, et notamment le changement climatique. Donc c'est quelqu'un qui croit dur comme fer, il fait partie de ces gens qui pensent que la technologie va tout résoudre. Donc il prévoit notamment que des nanorobots seront utilisés pour maintenir le corps humain en bonne santé et prolonger la durée de vie humaine. D'accord ? Donc il souligne le danger qu'il peut y avoir, mais lui, il fait partie aussi des gens qui disent que de toute façon, le progrès, il va arriver, parce que quand l'être humain peut faire quelque chose, il le fait. Qui ne se pose pas la question s'il faut ou pas, il le fait de toute façon. Et donc, toute tentative d'essayer d'empêcher ça fera que retarder les progrès de technologie de défense, et donc augmentant aussi le danger. Voilà. Et il a rejoint une entreprise qui s'appelle Alcor, Alcor Life Extension, que vous connaissez peut-être, qui est une entreprise spécialisée en cryonie.
puisque donc à son décès, ce monsieur veut être perfusé avec des cryoprotectants, enfin des machins qui font que, en gros, il va être vitrifié dans l'azote liquide et puis on le ramènera à la vie quand on aura compris comment on peut ou le guérir ou finalement le faire revivre. Une sorte d'hibernatus, quoi. Vous aurez compris que ce monsieur est un grand pape du transhumanisme. D'accord, c'est quelqu'un qui est à fond là-dedans. Je vous donne une citation quand même du monsieur, pour vous donner un peu que vous ayez un peu tout le sel. Télécharger un cerveau humain, donc déjà d'entrée de jeu c'est donné, signifie scanner tous les détails essentiels et les installer ensuite sur un système de calcul suffisamment puissant. Ce processus permettrait de capturer l'intégralité de la personnalité d'une personne, sa mémoire, ses talents, son histoire. Wow. Vous voyez ? Donc il est à fond là-dedans et en fait ça vient pas de nulle part évidemment comme souvent dans ce genre de personnes qui sont vraiment très en pointe sur des choses. Il y a des choses qui viennent de l'enfance et il conserve notamment un nombre très très important de choses qui ont appartenu à son père qui a décédé très tôt pour faire revivre son père. Voilà, donc son idée c'est de se dire à un moment l'intelligence artificielle va être tellement développée qu'elle va pouvoir recréer des choses à partir voilà. Donc si je garde un maximum de choses, que ensuite je soumets ça à l'IA, elle va pouvoir recréer mon père. C'est l'idée derrière. Voilà. Donc cette icône mondiale du transhumanisme espère même que l'homme va devenir immortel. Et en fait, le raisonnement est assez simple. Il dit que vu qu'il y a une progression exponentielle pour lui de progrès, c'est-à-dire que le progrès n'est pas linéaire, sa progression est exponentielle, et là on est juste au tout début, une espèce de grande explosée exponentielle de la chose. Ça va aller tellement vite que d'ici une quinzaine d'années, grâce aux nanotechnologies et à l'intelligence artificielle, la médecine permettra d'ajouter 1 an d'espérance de vie par an. Mhm. Et si on arrive à faire ça, on peut repousser Indéfiniment. la mort. Il suffit d'arriver à faire en sorte d'ajouter 1 an tous les ans. D'accord, on a juste besoin d'aller jusque-là, quelque part. C'est presque la prochaine action. Je vais un peu loin. Enfin, vous voyez le truc. Voilà. Donc, c'est un fervent croyant là-dedans, dans cette singularité qui veut que le progrès technique, de toute façon, donne naissance à des machines qui seront toujours plus intelligentes que les humains et qui finiront par être autonomes et qui vont créer un monde qu'on ne peut même pas imaginer. Donc, ça, c'est son truc. Pour lui, alors, après, il y a des paradoxes. C'est-à-dire que il reconnaît en même temps que le cerveau biologique sera toujours nécessaire, il y aura toujours là, mais il sera infinitésimal comparé au cerveau qu'on va adjoindre à ce cerveau biologique. Donc voilà, il y a un côté, en fait, il y est presque, mais non, il y est complètement. Il sépare le hardware et le software. Et c'est les mots qu'il emploie. Il dit quand le matériel, le hardware, fait défaut, le logiciel software disparaît avec lui. C'est ce qui se passe en même temps. Quand on meurt, en gros, la pensée part avec. Mais lui pense que bientôt, on deviendra du logiciel pur et le matériel sera remplaçable. On revient un peu en boucle avec le télécharger le cerveau. C'est-à-dire que lui se dit, à un moment, on va arriver à un fait qu'on pourra synthétiser. Et il est vraiment là-dedans, dans la synthèse, puisque vous avez bien vu, il a commencé avec ça, à synthétiser des sons, des machins, etc. Et lui, on va synthétiser ce que vous avez là dans votre cerveau, votre personnalité, tous ces trucs-là, et ça pourra être téléchargeable, on pourra mettre ça sur une machine. Sur un clone. Et donc, par exemple, des choses comme ça. Donc après, ça ouvre la porte à tout un tas de choses. Voilà, donc je voulais quand même vous faire le portrait de ce bonhomme-là, ce qui est quand même pas neutre non plus. Alors pourquoi je vous en parle ? Évidemment, on va pas tous devenir des Ray Kurzweil, c'est peut-être pas non plus une bonne idée, j'en sais rien en soi. Je ne sais pas quel type d'intelligence, puisqu'on a parlé de plein d'intelligence récemment, il a, s'il en a plusieurs, s'il en a qu'une, etc. Moi, ce que je trouve assez admirable, d'abord, c'est effectivement la réalisation, ça d'accord. Après, j'adhère peut-être moins à toutes ces thèses transhumanistes, même s'il faut bien reconnaître que il y a des améliorations et qu'on s'en sert. Et puis, finalement, quelqu'un qui a un pacemaker est déjà quelque part un peu dans la même lignée du transhumanisme. C'est-à-dire que sans la machine, il fonctionnerait plus, il serait mort. Et là, on a une machine qui fait qu'il est en vie. Voilà. Alors donc, on peut pas dire forcément non, faut pas y aller, c'est mauvais. Oui, ça peut être bon pour certaines choses. Après, jusqu'où on décide que c'est bon. Oui, et puis il y a autre chose. C'est que donc là, tu parlais effectivement de tout ce qu'on peut, du cyborg en quelque sorte. C'est-à-dire tout ce qu'on peut ajouter, voilà. Mais il y a aussi d'autres choses, notamment sur la médecine prédictive, où on saura le fœtus si il risque ou non de développer quel type de cancer et quelle est la probabilité pour qu'il le développe. Donc là, on est dans Bienvenue à Gattaca. Voilà, c'est-à-dire que c'est toujours formidable ces histoires d'avancées technologiques. Quelle conscience on met derrière ?
quelle conscience on met derrière. C'est ça en fait. Une question d'éthique, de choses comme ça. Exactement, c'est tout à fait ça. Et mais je suis d'accord avec toi. Pour autant, à partir du moment où l'homme a une possibilité technologique, de toute façon, il va y aller. Oui, c'est Tout ça. à fait. Donc c'est là où non seulement il y a une recherche, il y a la recherche technologique, mais et est-ce qu'on avance sur l'éthique et notamment avec toutes les questions qui vont être posées. Et puis par ailleurs, effectivement, il y a eu une émission l'autre fois sur la nanotechnologie. Alors en fait, ça repose sur la surface d'échange. C'est-à-dire que c'est tellement coupé petit que ça développe énormément la surface d'échange. Quand on coupe un gros morceau de viande en plus petit, ça met moins de temps à cuire parce qu'il y a plus de surface d'échange. D'accord, compris. Voilà. Et donc en fait, la nanotechnologie, ça repose en grande partie là-dessus. D'accord. Et c'est vrai que ça offre des possibilités absolument considérables. J'aimerais qu'il ait raison et qu'on puisse, par la technologie, résoudre tous les problèmes qui s'opposent à nous et qui deviennent quand même sacrément urgents sur simplement est-ce que la Terre va continuer d'être habitable pour nous, quoi. Oui. Alors, oui. Moi, pour aller aussi dans ton sens ou dans le sens de Ray Kurzweil, j'aime bien l'idée de se dire que ok, le cerveau humain a évolué, c'est-à-dire qu'on a le cerveau reptilien qui était là à la base, et puis il y a le limbique qui s'est développé. Donc reptilien, c'est tout ce qui est survie, grande fonction, la fuite, etc. Le cerveau limbique, c'est la mémoire, les émotions, les premiers apprentissages, l'acquisition, etc. Et puis par-dessus, il y a le cortex. Donc dans le cortex frontal, etc., c'est l'intelligence, etc. Et bien, qu'est-ce qui fait que le 4e niveau du cerveau, c'est pas quelque chose d'extérieur ? Oui, qu'on adjoint comme ça. Qu'on adjoint en plus, c'est-à-dire que, comme tu disais il y a quelques minutes, il y a toujours le cerveau biologique, organique qui est présent, mais l'évolution de l'espèce passe peut-être, je sais pas, par une évolution du cerveau qui serait un 4e cerveau, et là pour le coup qui serait outsourcé quelque part. Oui, c'est ça, parce que Qui jusqu'ici, serait à finalement, l'extérieur. l'espèce, elle a évolué, mais c'est-à-dire que le corps humain a évolué, le Ouais. cerveau s'est développé, et là, on développe quelque chose qui va beaucoup plus vite. C'est ça avance tellement vite que la biologie n'a pas le temps de s'adapter s'adapter. quelque part. Donc le 4e niveau du cerveau humain pourrait être effectivement à l'extérieur, sous forme de machines numériques, etc. Sans compter d'autres capteurs, peut-être qu'on aura d'autres sens Ah bah qui complètement. vont venir. Ça me rappelle un TED fantastique, ça, vous l'avez peut-être vu sur le speaker est daltonien. Mhm. Et effectivement, donc c'est sur les TED, hein, vous cherchez sur les. Je crois qu'il est effectivement dans la catégorie transhumaniste. Et On le mettra en lien. voilà, si on tu le mettra en retrouves. lien absolument sur la page. Et en fait, il est daltonien et du coup, comme il voyait pas les couleurs, il s'est greffé un capteur. Il a greffé un capteur sur son cerveau, c'est-à-dire que qui part de l'arrière de son cerveau comme ça. Il y a une espèce de tige donc qui est avec un implant qui est en relation directe avec son cerveau. Et la tige passe devant lui et se met à peu près au niveau des yeux. D'accord, et cette tige-là, en fait, capte les couleurs. Et ce qui se passe, c'est que suivant la couleur qu'il va regarder, il va y avoir un son qui va être émis. Et donc, lui, la couleur passe par le son. Donc, quand il regarde quelque part, il suffit qu'il balaye un petit peu ce qui se passe devant lui, et donc il va avoir une certaine mélodie. Enfin, mélodie, je sais pas, mais en tout cas, des sons qui vont être suivant la couleur. Oh, c'est génial. Et il expliquait que ce qui est extraordinaire, c'est que du coup, lui, ça lui permet maintenant de reconnaître son problème, les couleurs. Alors, c'est-à-dire qu'il les voit pas comme nous, on les voit, mais il les entend. Et donc, il fait la même différenciation. Il peut vous dire, bah, ça c'est gris, ça c'est bleu pâle, ça c'est machin, etc. Et ce qu'il dit, c'est que très rapidement, ce qui s'est passé, c'est que la nuit, il entend les sons. Comme nous, quand on rêve, on voit les couleurs. Et ben lui, quand il rêve, il a les sons qui lui mettent les couleurs des choses qu'il voit devant lui. Vous voyez, c'est-à-dire que le cerveau, finalement, s'adapte. S'adapte. Un nouveau sens, ça marche comme ça. Ok, et ben je m'en sers. C'est fascinant. Ça, c'est fascinant. C'est fascinant, ouais. Et est-ce qu'il se met des fois en mi bémol de rage? Mi bémol majeur, la colère. Alors on pourrait faire ça, mais après, on arrive sur de la synesthésie ou des choses comme ça. Mais c'était l'occasion de ça. Donc je reviens, à moins qu'il y ait des bon. je reviens sur Monsieur Ray Kurzweil. Donc parce qu'en fait, ce qui m'a amené à tout ça, à m'intéresser davantage au bonhomme, au-delà de juste la marque de synthé que je connaissais dans ma jeunesse, c'est quand je suis tombé sur une routine de nuit. Sa routine de nuit, comment il fait le soir pour se coucher. J'ai trouvé ça dans un des bouquins, je ne sais plus si c'est chez Théo Compernol ou ailleurs. Alors, toutes les routines ne sont pas forcément bonnes et faciles à faire chez Ray Kurzweil, puisque une de ses routines, c'est de quand même s'avaler, je crois, plus de 200 pilules tous les jours.
qui aux Ok. États-Unis, 200 pilules qui sont des pilules censées Des compléments alimentaires. etc., changement de etc. métabolisme, etc. Il s'en prend 200 tous les jours comme ça pour justement se conserver à une forme optimale, ce qui aux États-Unis représente quelques centaines de dollars, si c'est pas quelques milliers. Ouais. Et donc tous les jours. Voilà. Donc celle-là, je voulais laisser de côté, mais je voulais quand même la mentionner parce que c'est bon. En même temps, c'est cohérent avec le bonhomme. Et mais c'est plutôt sa routine de nuit, c'est-à-dire qu'il expliquait souvent que beaucoup de ses idées lui viennent au réveil. Et en fait, pour lui, beaucoup de ses idées viennent par son subconscient ou son inconscient. Alors, je me rappelle plus bien la nuance entre les deux. Mais en gros, ce qui se passe, c'est la chose suivante, c'est que le soir, il va réfléchir à son souci. Il va pas forcément faire un conseil. Vous vous rappelez le conseil pour ceux qui ont lu Think and Grow Rich de Napoléon Hill. Le conseil, c'est ce fait quand vous avez un problème de dire voilà, je vais me créer mon conseil interne où je vais convoquer, je sais pas, n'importe quoi, Napoléon, Churchill, Karl Marx, et puis Einstein, et je sais pas quoi. Et à chacun, je vais demander à chacun son avis sur ce problème-là pour m'aider moi à prendre des décisions et des choses comme ça. Donc ça, c'est un truc qui est assez rigolo, qui marche pas mal, qui est assez marrant à faire. Donc voilà, il dit. Parce que le sujet était là-dessus au départ, il dit, moi, je fais pas forcément ça, par contre, c'est un peu le même process, c'est-à-dire que le soir, quand j'ai un problème comme ça, quelque chose que j'essaie de résoudre, je sais que mon inconscient va le faire beaucoup plus efficacement que mon cerveau rationnel. Alors ça, c'est une croyance qu'il a peut-être, mais toujours est-il que ce qu'il fait, c'est que donc il dit, au moment où je sens l'endormissement venir, je convoque ce problème-là, et je demande très consciemment quelque part à mon inconscient de travailler là-dessus pour me donner la solution le lendemain. Et il dit très souvent le matin quand je me lève, j'ai la réponse à mon problème. Donc vous voyez, c'est des choses qu'on connaît déjà un peu. Des fois, on a des soucis comme ça, puis on se lève le matin, on dit ah bah oui, bien sûr, c'est ça qu'il faut faire. Donc voilà, lui, il a en quelque sorte systématisé la chose. Alors, il dit que ça fonctionne quasiment tout le temps maintenant. Ça, après, faut voir. C'est ce qu'il raconte aussi, puis c'est un peu, voilà. Le personnage va un peu avec un petit côté quand même, au bout d'un moment. Mais on peut comprendre. Quelqu'un qui a fait tous ses achèvements, au bout d'un moment, peut se dire, enfin, toutes ses réussites, peut avoir une certaine confiance en lui, on va dire ça comme ça. Après, mais en même temps, c'est vrai que Le plus important, c'est si ça marche pour lui. C'est ça. Voilà. Si ça marche pour lui, bah, tant mieux, quoi. Donc, exactement ce qui se fait en se couchant, c'est... Alors, donc il se couche, normal ça, et quand il sent l'endormissement venir, il va reconvoquer le problème en question, et ensuite demander à son inconscient, à son cerveau finalement, de travailler pour trouver la solution pendant la nuit là-dessus. Voilà. Et donc voilà, l'idée étant que le subconscient travaille. Alors, de fait, quand on dort, le cerveau fonctionne. Et on pense, a priori, que le cerveau, pendant qu'on dort, en fait, classe les informations, trie les choses qui s'est passées, et il fait des correspondances. C'est-à-dire qu'il essaye de trouver des liens, parce que de toute façon, le cerveau est une machine à faire du lien. Donc, essaie de trouver des liens entre des choses qu'on connaît, des choses qu'on a apprises, pour voir s'il y a des rapports, des choses comme ça. Et que donc, dans ce travail-là, il va y avoir un eureka, finalement. C'est un peu ça qu'il cherche à faire, à systématiser. Voilà. J'ai un autre chercheur en neurosciences qui est un néerlandais qui s'appelle Mark Tirlaert, n'est-ce pas? J'aurais du mal à le dire. Ouais, ça doit être Tichelard en français, mais, qui effectivement, avec qui j'avais discuté et m'avait dit oui, le subconscient va 200 000 fois plus vite que le conscient. Alors, je n'ai rien dit sur le moment parce que j'avais quand même quelqu'un qui a priori un docteur ou machin, etc. Mais ma petite question, mon petit esprit critique français m'a dit mais comment tu mesures ça exactement? Comment tu mesures la rapidité de fonctionnement du subconscient par rapport au conscient? À quel moment tu sais que ça a commencé? Quand est-ce que tu sais que ça finit? Mais ça, c'est mes petits détails à moi. Je pense que plein de gens ont plein de réponses là-dessus. Je sais qu'il y a un côté réflexe qui a été mesuré sur ces éléments-là. C'est-à-dire que si tu te brûles, si tu touches quelque chose de chaud, tu retires la main avant même d'avoir réalisé que c'était chaud. Oui, mais là, on est sur du réflexe. On n'est pas sur de la résolution de problèmes. Qu'est-ce qui t'a fait retirer la main? Il y a bien un geste. Donc, il y a une impulsion électrique neuronale qui émerge de quelque part. Qui n'est pas consciente, on est d'accord. Ah, d'accord. Et qui, pour le coup, on placerait là-dessus. Pour le coup, est pas consciente. Bah voilà. Donc, vous voyez, j'ai ma réponse pendant le podcast, c'est magnifique. C'est un des éléments qui me viennent. Mais effectivement, l'analyse de la vitesse, c'est pareil sur le nombre d'informations que l'inconscient est capable de traiter versus le nombre d'informations que le conscient est capable de traiter. On a une bande passante consciente qui est extrêmement faible, alors que l'inconscient, il gère en permanence des tonnes et des tonnes de flux d'informations. Parce que pour le coup, la question s'est posée, effectivement, vu qu'on est soumis là, mais ma peau va sentir tout un tas d'informations, mes yeux, mes oreilles, machin, tout ça, donc j'ai plein d'informations qui arrivent, et la question se posait de savoir, est-ce que finalement j'ai un filtre qui va filtrer tout ça pour laisser passer que certaines choses, ou est-ce que je reçois tout et que c'est filtré plus tard, etc. Et on voit, c'est un peu un mix des deux, d'ailleurs. Oui, absolument.
Donc voilà. Et donc tout ça, c'était pour ça finalement. C'était pour vous dire, chez ce monsieur Ray Kurzweil, en fait, cette petite routine est intéressante. Et moi, c'est quelque chose que j'ai essayé une fois ou deux. Alors, j'ai pas eu d'eureka monstrueux. J'ai pris soin par contre de pas réfléchir à un problème sur lequel j'avais pas déjà de la clarté, parce que ça c'est un point important que je vais signaler maintenant, c'est-à-dire que si vous vous collez juste avant de vous endormir à un problème sur lequel vous n'avez pas suffisamment de clarté, c'est-à-dire qu'un problème qui est mal défini, vous allez juste gamberger et risquer l'insomnie en fait. Mais c'est ça. Voilà. C'est ça, parce que je me demandais, le truc, ça fait furieusement penser, est-ce que tu dors avec la barbe au-dessus ou en dessous de la capitaine Haddock. Ouais. C'est ça. Ouais. Alors qu'il y a des gens qui, je connais des gens assez proches d'ailleurs, qui le soir, en s'endormant, font la liste des choses qu'il faut pas oublier. Vous voyez, qu'il faudra faire demain, etc. Moi, c'est le truc, c'est à coup sûr, j'y suis encore jusqu'à 3h du mat. Donc voilà, on est tous peut-être un peu différents là-dessus, mais donc si je vous invite à essayer cette routine de nuit, il faut le faire. Alors pour ceux qui pratiquent Getting Things Done, donc la méthode GTD, prenez plutôt un sujet que vous avez déjà passé à la moulinette de la méthode de planification naturelle. Vous voyez les 5 étapes, pourquoi je fais ça, à quoi ça ressemble quand c'est terminé, quels sont mes principes, mes valeurs, brainstorming, etc. Et ensuite de quoi vous aurez quelque part davantage de clarté sur le nœud du problème, vraiment, le nœud de la chose à résoudre. Et c'est ça qu'il va falloir convoquer au moment de vous endormir. Et normalement, magiquement, le lendemain matin, vous aurez votre solution. Donc si ça se passe comme ça, je vous invite à me laisser un petit mot sur le forum. Je serais curieux d'échanger avec vous. Rendez-vous est pris. Votre réflexion ? Non. Ça vous laisse pantois. Vous êtes Ouais, sec là, là. ouais. Vous allez essayer. J'ai déjà essayé. Donc, et alors ? Eh ben, moi je trouve que ça marche en fait. C'est assez bluffant en fait. Ok. Bon, la preuve est faite. Ben voilà. Voilà, Productif et Serein, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous invite, comme à chaque épisode, à faire savoir au plus grand nombre toute la joie et le plaisir et le bonheur que vous ressentez à écouter cette émission, pour que eux aussi connaissent cette joie et ce bonheur. Et puis venir nous rejoindre sur le forum de productifetserein.com pour poursuivre la conversation. À bientôt. À bientôt.